RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Centaines de milliers d'hectares de concessions, de conservation au-delà de la limite des superficies fixées par la loi le 4 mars 2023. F. Bazaïba a attribué 4 concessions, dont au moins une dans sa circonscription électorale, à des filiales de World Life Works Carbone, puissante et très controversée société américaine de la scène carbone. Et puis au cours du tête-à-tête entre Cyril Ramaphosa et Paul Kagame, il a été convenu de la résolution pacifique du conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Déclaration du président sud-africain. Devant plusieurs dirigeants du monde et plusieurs personnalités politiques, Paul Kagame a accusé la RDC de soutenir sous le regard de l'ONU les FDLR qui ont juré de se réorganiser et de revenir pour achever les génocides. Après plus de 20 ans de service en RDC, les casques bleus du contingent chinois quittent le pays depuis 2003. Selon la MONUSCO, le contingent chinois a contribué à renforcer l'infrastructure de la province du Sud Kivu grâce à une série de projets dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1800 km de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports. À Guémena, le cardinal Fridolin Mbongo Bessungu a invité les acteurs politiques à bannir les discours de haine, les discours tribalistes, la diffamation, les coups bas que certains montent pour leur propre honneur, pour accéder à des pouvoirs. Ne les suivons pas, a-t-il dit dans une homélie. Le Rwanda commémore les 30 ans du génocide rwandais pendant plus ou moins 3 mois. Plusieurs chefs d'État, des gouvernements et des personnalités politiques sont donc au Rwanda pour cette activité. Mesdames et messieurs, voici les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues ce matin avant de présenter les 2 sujets du jour. On va analyser les propos de ce détenu qui est ancien secrétaire, ancien proche de Corneille Nangaa, M. Eric Chabandou. Et ensuite, on va chercher à comprendre pourquoi Kagame arrive-t-il à mobiliser autant pour les génocides de 30 ans. Voilà les 2 thématiques. 2 invités, M. Pascal Oondje, journaliste et analyste indépendant. Bienvenue, M. Pascal Oondje. Merci, Dan. Je vous ai dit, je ne suis pas analyste, moi je suis spécialiste des questions politiques. Merci pour l'invitation. Je profite de l'entrée vous informer une question en rapport avec la fameuse affaire de l'identification des Congolais. Une priorité parce que la fois passée, je vous expliquais que on a bien voulu nous mettre dans cet état pour faciliter les infiltrations. Et nous devrions, nous, Congolais, aujourd'hui, nous engager plus pour que finalement on obtienne des cartes d'identité. Mais le constat malheureux aujourd'hui est tel que la société partenaire qui travaille avec l'ONIP est trop combattue. Ici, je vais citer Afritech et Idemia, très combattue par ses détracteurs, ceux qui n'ont pas été choisis par l'ONIP parce que au départ, il y a eu quelques critères avancés par l'ONIP pour la sélection du partenaire. Voilà, aujourd'hui, après que Afritech et Idemia aient gagné son marché, est trop combattu et dans son combat, ça fait que les choses traînent, ce qui devrait déjà commencer et prend un peu du temps. Et, parce qu'on avait commencé d'abord par dire qu'il y a eu des détournements, mais moi je suis revenu sur cette question et finalement on va changer d'argument. On va dire c'est une société rwandaise. Et Pascal, je suis parti une fois de plus vérifier si réellement Afritech Idemia c'est une société rwandaise. C'est faux, ce n'est pas une société rwandaise. C'est une société qui est installée à travers plusieurs pays du monde d'ailleurs. Je vous parlais la fois passée de l'Afrique du Sud, enfin des États-Unis, de l'Inde, du Nigeria et d'autres pays, à grande agglomération comme la République démocratique du Congo. C'est de ce fait qu'on a fait le choix et son offre a été alléchant et ce qui a fait que la République l'accepte comme telle au regard de ce qu'il a eu à prouver à travers le monde, à travers ces grands pays où il y a une forte agglomération. Et donc, nous devons plutôt dire à ces détracteurs de laisser Afritech alors travailler normalement pour qu'on facilite la République à pouvoir avoir les cartes d'identité. Oui.
Monsieur le ministre Mouyaya avait dit qu'au mois de juin, 30 juin 2023, que les Congolais auraient déjà, chacun aurait déjà sa carte d'électeur. Mais aujourd'hui, nous sommes en avril 2024, toujours rien n'est fait. Quand est-ce que nous aurons les cartes d'électeur? Oui, tout était programmé, tout était déterminé. Mais lorsque ces allégations ont commencé, c'est comme ça que l'IGF est allé a envoyé ses inspecteurs contrôler si réellement il y a des détournements. Et pendant ce temps, l'opération a été suspendue. Et pourtant, au départ... Est-ce qu'il a été commencé même? L'IGF? L'opération d'identification. Oui, parce qu'on avait acheté les machines, tout était prêt, il fallait le déploiement, il fallait commencer d'abord par l'enrôlement, après l'enrôlement, on octroie maintenant des cartes. Et au départ, il avait été prévu de mutualiser les efforts entre l'ONIP et la CENI. Alors maintenant, finalement, avec l'ONIP, qui devait avoir de nouvelles machines, et qui sont déjà ici, et que le déploiement devrait maintenant s'étendre à travers le pays, oui. Et pendant ce temps, on a stoppé. Et, parce que l'IGF est sur le contrôle et même les comptes ont été gelés. Je crois qu'à ce jour il y a une bonne collaboration parce que finalement on s'est rendu compte qu'il y avait plus de fausses accusations que de vraies. Et je crois qu'à ce moment-là on peut permettre à Fritech Idemia de continuer son travail, à pouvoir faciliter que les Congolais obtiennent leur carte d'identité. La seule façon de nous approprier notre identité, parce que souvent, et là, si même vous posez la question, Dan, vous êtes Congolais, oui, mais comment prouver que vous êtes Congolais? Vous aurez des difficultés. C'est une bonne façon. Je crois que nous devons encourager nos partenaires à pouvoir aller jusqu'au bout avec cette opération. Merci beaucoup, Monsieur Pascal ONG, pour cette entrée en la matière. On donne la parole maintenant au président Prince Epengue, président de l'ADD Congo, un parti politique qui est connu dans l'opposition. Bienvenue, Monsieur Prince Epengue, dans cette émission Grande Tribune. Merci pour l'invitation. Merci également à ceux qui nous suivent. Je dis bonjour à vous et à mon co-débatteur Pascal. Bonjour, Prince. Bonjour, Président Prince Epengue. Alors, vous êtes resté silencieux par rapport à, d'abord à cette question des accusations qu'on a suivies à travers les médias. Un monsieur qu'on a présenté par les services militaires, des renseignements militaires, qui a cité quelques personnalités politiques, M. Claude Loubaya, M. Olengankoy, M. l'ancien général John Numbi, Patience Saïba. Toutes ces personnes ont été citées par celui-ci comme étant des complices de Corneille Nangaa dans son entreprise meurtrière de l'Est de la République démocratique Congo. Vous êtes resté silencieux. Quelle est votre lecture par rapport à ces déclarations, cette sortie, ces révélations de M. Eric Chabondou? Écoutez, dire que nous sommes restés silencieux, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais est-il que quand on a choisi la démocratie, quand on a choisi de vivre en République, on sait à quoi s'entendre. Mais quand la République se transforme en un pouvoir, une oligarchie, à un système où un individu peut se réveiller et fabriquer tout ce qu'il veut fabriquer. Et les enfants de la République cherchent à comprendre non seulement pour sauver la République, mais aussi défendre ses valeurs. Les informations, oui. Encore que je suis un républicain, ce qui me conduit à qualifier ça d'information, pour ne pas dire des rumeurs, sorties des officines officiels ou officiers. L'ex-DENIAP, renseignement militaire. Laissant entendre que certaines personnalités de la République sont des cipeaux de Corneille Nangaa, oui. Nous laisse un peu sur notre faim. Sur notre faim car, comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos,
la République s'est offerte des rouages, des mécanismes, les moyens par lesquels elle se défend, mais elle défend ses fils. On ne sait pas où le Messie a été arrêté. On ne sait pas comment il est arrivé à Kinshasa. La seule chose que nous savons, c'est que les informations, si ces accusations, d'abord sont arrivées dans les parlements debout, et ça nous fait craindre le pire, car on a même l'impression que les informations des services de renseignement, entre guillemets, avant même qu'elles arrivent à chez Félix Tshisekedi, arrivent d'abord dans les parlements debout. Qu'est-ce que vous avez entendu le dire au Parlement? Ça veut dire que nous ne sommes plus en République. On n'est plus une République. Et à la lire où vont les choses, ni moi, ni Pascal, ni vous, ni Félix Tshisekedi, moi encore, ces informateurs-là ne sont en sécurité. Quand un pouvoir personnel s'enracine, les détenteurs du pouvoir lui-même est en danger, mais ses futures victimes également sont en danger. Tenez, dans un pays sérieux, les informations comme celle-là ne peuvent pas circuler tel qu'elles les circulent. Les enquêtes, surtout quand elles relèvent du domaine plutôt de la criminalité. Les enquêtes, quand elles touchent aussi la sécurité de l'État, l'intégrité de notre territoire, elles ne peuvent pas circuler comme un travail qui est fait dans les cabinets d'Augustin Kabouya pour les informateurs, un travail d'informateur. Suivant quel principe? Le principe, peut-être eux savent pourquoi ils communiquent, c'est un service d'intelligence. Je les accorde le bénéfice du doute, oui. Mais la conséquence c'est que vous avez dit qu'on a cité des gens. On suppose que ces gens, vous devez remonter jusqu'à eux pour avoir les cœurs nets. Supposons que nous devons prendre ces informations-là telles qu'elle est vraie. Oui. Mais avant même que les services ne parviennent à arrêter ces gens-là, que les personnes auraient déjà pris la tangente. C'est pourquoi les enquêtes sont secrètes, elles continuent pour remonter jusqu'au dernier complice, les appréhender, et à la fin, on met les enquêtes à la place publique. Mais c'est comme si les enquêtes des services de renseignement aujourd'hui, d'abord c'est pour faire plaisir à un groupe de gens. C'est pour faire la gloire d'un individu. Vous tirez des conclusions déjà, avant même que les enquêtes ne soient poursuivies. Je dis c'est comme si, l'impression que j'ai. Ah, c'est l'impression. Mais comment voulez-vous poursuivre les enquêtes dans un paysage aussi flou, avec des gens qui sont aussi légers? Ce n'est pas comme ça. Vous croyez que pour arrêter Osama Ben Laden, dès que les Américains ont dit que Osama se trouvait au Pakistan, dans une telle ville, dans une telle maison, les mêmes jours, tous les militants du Parti démocrate ont l'information en bouche. Bon. C'est pas pour rien qu'il y a l'Agence nationale des renseignements. Il y a la DEMIAP. Chaque service a sa spécialité. Oui. Les services ne fonctionnent pas comme la police, même la police nationale parfois garde les secrets. Que dit de l'Agence nationale des renseignements? Patient Saïba parle d'une théâtralisation des services. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Non, depuis un certain temps, c'est comme ça. Ici, on nous a habitués même avec une histoire où une convocation, on convoque Pascal Orange. Avant même que Pascal ne soit au courant, sa lettre de convocation est déjà sur les réseaux sociaux. Mais c'est Saïba dont vous parlez. À l'époque, c'est lui qui était à l'OGFM, non? Oui. Quand on l'avait convoqué, je crois, en 2021. Lui-même n'avait même pas encore la convocation. Que dans les réseaux sociaux, déjà,
Tout le monde savait. Tout le monde était au courant. Mais s'il pouvait fuir, il allait fuir. Donc ici, j'appelle à la responsabilité des services de renseignement. C'est un... Mais M. Chabandou, c'est quelqu'un qui était avec Nanga, on a vu les images. Moi, je parle de la nécessité de protéger la République. Pour que les étapes, les canaux par lesquels les informations, les enquêtes sont menées, même pour protéger les agents qui mènent les enquêtes doivent rester secrètes. D'accord. Aujourd'hui, on est prêt à mener celui qui mène une enquête, on lui amène 20 caméras, surtout la RTNC, et puis la personne, visage découvert, il est en train de dire que voilà, j'ai mené l'enquête, tout ça. Non, il faut protéger même les enquêteurs. Et pour les protéger, il ne faut pas. Je crois que l'essence de l'État n'existe plus avec Félix Tshisekedi. C'est pas lui qui gère les services. Non, mais c'est son régime, c'est lui. Merci beaucoup. Ici, par rapport au danger lui-même, là je parlais des canaux, des procédures, de la manière. Il n'y a pas la manière. Il n'y a pas de manière. D'accord. Merci beaucoup. Mais par rapport au fait lui-même, c'est que c'est suffisamment grave que les fils de la République prennent les armes contre la République. Je ne confirme pas. Je n'ai aucun élément pour confirmer que Lengankoy qui est patient et tout ça. Lengankoy, je l'ai connu républicain. J'ai connu son combat, c'est un combat pacifique aux côtés de Etienne Tshisekedi Lumumba. Si Lengankoy peut faire la rébellion, c'est que papa Etienne Tshisekedi Lumumba peut faire la rébellion. C'est la seule chose que je puisse tirer. Mais pour le reste, nous voulons qu'il y ait vraiment des enquêtes, qu'on dise qui est qui. Si c'est Kabila, Kabila n'est pas au-dessus des lois. Kabila a été rien. C'est la République, c'est le Congo qui a fait de lui l'homme tout puissant qu'il est devenu. D'accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun élément pour accuser Kabila. Je ne m'hazarderai même pas à dire que c'est Kabila. Je ne peux même pas imaginer à cet instant m'hazarder me dire que non, c'est Ngankoy. Mais nous voulons des vraies enquêtes. D'accord. Et pas des enquêtes télévisées. Et pas des enquêtes populistes. Des vraies enquêtes parce qu'il s'agit de la vie même de l'existence même de la République qui est en jeu. Merci beaucoup, M. Prince Epengue, président de l'ADD Congo, parti politique, membre de l'AMOUKA qui soutient Martin Fayoulou Madidi. Alors, M. Pascal Onje, spécialiste des questions politiques, à vous la parole. Comment vous analysez ces révélations faites au service des renseignements militaires? Nous avons suivi M. Eric Nkouba, oui. Présenté comme conseiller politique et stratégique de M. Nanga. Nous avons vu ces photos aux côtés de Nanga, que ce soit à Nairobi lors de la sortie des AFC et dans la forêt avec Corneille Nanga, toujours aux côtés de Corneille Nanga. Le monsieur arrêté par les services militaires, il a cité les noms que vous avez cités ici, les Passia Saïba, les Bob Kabamba, Joseph Olengankoy, les Claudel Lubaya, les Joseph Kabila, les John Numbi. Prince dit, on nous a présenté un monsieur, mais on ne sait pas où on l'avait arrêté. Mais j'informe Prince qu'il a été arrêté à Dar Salam, à Tanzanie. C'est au mois de janvier qu'il a été arrêté. Et finalement, après échange, il a été transféré en République démocratique du Congo. Prince dit, quand le pouvoir se transforme en une oligarchie, les enfants du pays peuvent s'organiser pour défendre les valeurs. Je ne sais pas de quelle manière on peut s'organiser, défendre les valeurs. On ne peut s'organiser, défendre les valeurs que par des voies démocratiques. Mais ici, il s'agit d'une dénonciation. On ne peut plus parler de la défense des valeurs. Une dénonciation des gens qui instrumentalisent la rébellion. Dans une république, on ne fait pas la rébellion, on ne prend pas les armes. On ne peut pas défendre les valeurs à travers une rébellion. On ne peut défendre des valeurs qu'à travers des voies définies dans la Constitution. Mais quand vous prenez notre Constitution, aucune disposition permet à ces enfants de prendre les armes pour défendre les valeurs. Passia Saïba, ancien directeur général de l'OGEFREM, vous avez dit, il a réagi, je ne sais pas s'il est ici ou ailleurs.
Mais selon les informations que moi j'ai reçues, c'est qu'il serait à Kigali. Or, le monsieur, dans sa déposition au niveau des services, il a dit, tout le monde nous avons suivi, qu'il était en contact avec lui. Il avait été prévu qu'il se rencontre à Kigali. Pendant que lui s'est retrouvé à Dar es Salaam, et c'était après pour qu'il se retrouve à Kigali avec Patient, mais il a été arrêté à Dar es Salaam. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est à Kigali? À vous de savoir. Deuxièmement, le prof... D'abord, sur ces faits-là, M. Pascal Ondji, cette déclaration, ces révélations, c'est déjà une... Nous sommes déjà dans une procédure judiciaire qui est... Non, je vais arriver. Oui. Le prof Bob Kabamba, après mes investigations, je me suis rendu compte qu'il semblerait que sa maman n'est pas congolaise, sa maman, c'est une Tutsi. Prof Bob Kabamba. Tutsi du... Mais Tutsi du Rwanda. Je m'arrête là pour ne pas citer les autres. Parce que même le cas au Lengankoy, je ne vois pas le régime de Tshisekedi lui-même dit, le Lengankoy c'est un Tshisekediste. Un Tshisekediste au pouvoir, la personne qu'on va accuser sur la question de la rébellion c'est au Lengankoy. Ici, aucune information ne serait donnée. Mais pourquoi annoncer... J'arrive. Oui. Vous voulez demander pourquoi annoncer et pourquoi ne pas continuer avec des enquêtes sérieuses sans que... Est-ce que ça ne va pas favoriser qu'ils puissent s'enfuir déjà? Non, mais aujourd'hui il y a interdiction, ils ne vont pas se déplacer. Parce que maintenant que... Peut-être que c'est... Je ne connais pas comment fonctionne le fonctionnement militaire, le renseignement militaire. Mais ça peut aussi avoir un sens. Parce que si on n'avait pas fait ça et qu'on procédait directement par les arrestations, on allait crier sur tous les plateaux de télévision qu'il s'agit de l'acharnement contre l'opposition. Ça serait peut-être utile parce que on cherche des gens qui sont en connivence avec l'ennemi, qui tuent les populations. Peut-être l'arrestation aiderait à ce que on puisse remonter. Même dans cette procédure, on va remonter. Parce que si on avait fait aussi, de façon normale, de mon point de vue, sans avoir informé l'opinion et qu'on procède directement par les arrestations, on allait crier que voilà, nous, pas longtemps, on parlait ici de la peine de mort, et voilà, ils commencent à traquer l'opposition pour l'exécuter. Mais la loi est dure. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? On a déjà annoncé, nous avons entendu. Bientôt, il sera transformé à son juge naturel. Là, les mêmes questions lui seront posées. Reconnaissez-vous avoir été aux côtés de Corneille Nangaa? Oui. Quelle fonction vous occupiez? J'occupais la fonction de conseiller politique stratégique. Pourquoi on vous a arrêté? Il va dire la raison de son arrestation. Reconnaissez-vous avoir cité les noms des gens? Il va dire oui. Tel. C'est vrai? Oui. Êtes-vous prêt de faire une confrontation avec eux? Oui. C'est lors de la confrontation. Parce qu'on va les inviter finalement. Ils iront maintenant apporter leurs éléments de défense. J'ai aimé Prince parce qu'il a su prendre distance. Parce que ça aurait été pour moi aberrant d'attendre quelqu'un défendre des gens que lui ne connaît, on ne les connaît pas absolument. Parce qu'il est difficile de défendre quelqu'un qui vous ne savez pas ses intentions lorsqu'il est sur son lit. Aujourd'hui, c'est par téléphone. On pose la question à M. Eric Nkouba. Tout ce que tu faisais, est-ce que ta femme était informée? Le monsieur dit, ma femme n'a jamais été informée, ne savait pas que j'allais partir prendre des armes. Si la femme de quelqu'un ne soit pas informée ou n'est pas informée, en force, il y aurait un quelconque collaborateur. Et donc, on ne peut pas s'hasarder de venir défendre. Ce que nous souhaitons, et c'est là la conclusion des princes, c'est que la justice fasse cette fois-là le travail normalement, et tout en vous appuyant, pour qu'on remonte la pente. Qu'on sache qui est qui. Et lui-même, dans sa déclaration, il a dit, je vous avais donné certains noms. D'accord, merci. S'il avait donné certains noms, ça veut dire que d'autres noms n'ont pas été cités. Donc cette fois-là, à travers une bonne enquête intelligente, on peut arriver à voir d'autres noms
qui se complotent contre le pays. Et donc, une telle information, nous devons d'abord la prendre très au sérieux, parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas sorti des entrailles plutôt d'un parti politique. Il s'agit ici de la dénonciation, n'est-ce pas, d'un proche de Nanga arrêté à Dar es Salaam et transféré en République démocratique du Congo par les services. Merci beaucoup, M. Pascal Ondje. M. Prince Epenge, la même question. On revient sur cette question. Vous avez semblé dire tantôt que ces déclarations de M. Eric Kouba Chabandou ont été déjà dites avant même qu'il y ait des positions par un acteur politique. Est-ce que vous croyez à ce qu'il a déclaré ou vous pensez qu'il y a on l'a mis les mots dans la bouche, comme Patience Saïba l'a dit, ce sont des mots qu'on a mis dans la bouche de ce monsieur-là pour citer quelques personnes. Est-ce que vous croyez aux propos de ce monsieur-là? Mais tout à l'heure, là, j'ai parlé presque des oligarques qu'on a au Congo, où le pouvoir politique est entre les mains d'un poignet de gens qui semblent être dans une bulle hermétiquement fermée. Car Cardinal Ambongo leur dit vous êtes obnubilé par l'argent que vous gagnez aujourd'hui. Le gâteau national. Le gâteau national. Et c'est vrai. Les gens qui s'achètent de parfums à 3 000, 5 000 $, alors qu'autrefois ils ne pouvaient même pas se les taper. Et ça fait perdre le nord et le sud. Et il y a un sérieux problème. On croirait que le Congo, maintenant là, il n'y a que deux catégories. La catégorie de ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, qui sont des citoyens congolais, des républicains. Et la deuxième catégorie qui est constituée des opposants, qui n'ont droit à rien, qui sont taxés des aînés, qui sont taxés des tribalistes, qui sont taxés des rebelles. Ne pas soutenir Félix Tshisekedi et son union sacrée, c'est d'être un rebelle potentiel. Là, vous parlez comme le pauvre Kabamba qui a dit... Je te l'ai dit. Aujourd'hui, si tu ne soutiens pas Félix Tshisekedi, vous êtes un rebelle potentiel. Moi, quelqu'un m'a dit dernièrement ici qu'on ne te donnera pas le passeport parce que tu risques de rejoindre les Nanga. Vous trouvez ça sérieux? C'est comme ça que je vous dis que Olengankoy a soutenu Félix Tshisekedi pendant près de 5 ans ici. Tout à coup, Olengankoy devient... Donc, à ce moment, vous pouvez pas... cité. Oui, vous ne savez voilà. pas... Oui. Est cité dans cette affaire-là. Tshisekedi, c'était dans les sangs. Bon, peut-être que les hommes changent. Mais, je voudrais ici... Mais pourquoi vous ne dénoncez pas, vous, au niveau de l'ADD Congo, ces faits? Vous ne dénoncez pas ces Congolais qu'on a cités. Pourquoi vous semblez... Je n'ai aucun élément, justement. Vous semblez les ménager. Des éléments plaident pour cette posture. Lesquels? Je ne parle pas de la position, mais de la posture. Premièrement, on a perdu confiance à ceux qui font des investigations. Parce que devenu trop politisé. Pour ne pas dire trop tribalisé. Et je suis sérieux. S'il vous plaît. Prince Epenge. Prince Epenge, j'organise des manifestations ici. La MOCA, aucune plateforme politique n'a organisé les manifestations à Kinshasa dans tout le pays. Comme Martin Fayulu, comme Prince Epenge, comme la MOCA, comme ADD Congo, comme SID. Pendant les manifestations, nous voyons comment nos services sont infiltrés, sont politisés, sont tribalisés. Ce type de services peuvent faire quel type de rapport? Mais je reste sceptique. Mais j'encourage que les services aillent au fond des choses. Et s'il y a vraiment des vrais coupables, il faut. Kabila soit-il, Olenga soit-il, Epenge soit-il, et Jean-Jacques Mamba, ou c'est pas si, professeur Kabamba, soit-il. Mais nous avons toutes les raisons d'avoir des doutes. Et à ce moment, nous devons douter de tout. Pourquoi? Et même du doute. Parce que les services sont politisés et tribalisés. Deuxièmement, le fait que chaque fois que nous disons non à quelque chose, on remet notre patriotisme en cause. Par qui? Qui remet votre patriotisme? Bien sûr, par Félix Tshisekedi lui-même et tous les autres. Rappelez-vous des propos que Bemba a tenus pendant la campagne électorale. Ce sont des propos de nature incendiaire. Les accusations que Bemba a portées contre Moïse Katumbi.
Mais c'était suffisamment grave. Pour un si haut responsable politique que Bemba, avec une telle légèreté, dit que voilà, les risques sont en train de venir. D'ailleurs, on croirait que Katumbi allait mener une guerre civile demain ou allait faire la rébellion demain. Ça se demandait si les pouvoirs rabaissent les gens à un tel niveau. Il faut démarquer Bemba en tant que directeur de campagne et Bemba en tant que ministre de la Non, Défense. tu ne peux pas, tu ne peux pas. Vous savez, Oui. ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui, Kagame est en train de piéger pour des décennies et des décennies les peuples rwandais. En agressant les Congos, en tuant les enfants congolais. Kagame va passer. Mais les rancœurs va demeurer, va être là. Dans les cœurs des enfants congolais qui voient les mamans, les filles, les pères se faire assassiner par Kagame. De la même manière, quand Bemba tient des propos comme ça, Bemba va passer, Katumbi va passer. Mais dans les têtes des gens, ça reste. Il y a des enfants qui écoutent, qui ont 18 ans, 15 ans, 20 ans, ça reste. Et la méfiance demeure. Oui. C'est comme ça que nous, politiques, nous devons cesser d'agir pour nous, pour le carpe diem, l'instant présent. Nous devons agir pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Et dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque lecture que nous faisons des événements, nous devons également protéger notre postérité. Parce que nous risquons de les piéger dans un conflit où ils seront obligés à se regarder à chaque défaillance pour des siècles. Moi, ce que je constate, c'est que tout ce qui se passe là, nous parlons de la République, mais avec un sens non républicain. C'est-à-dire, les poids, les devoirs républicains exigeraient dans tous les deux camps. Les cas de la soi-disant majorité et des cas de supposée opposition, de la supposée opposition, pour finir, que nous puissions dire, voilà. Vous partagez le point de vue du cardinal qui dit que cette armée Nanga et les autres vont là-bas parce que le gâteau national est mal réparti. Est-ce que vous partagez ces points de vue-là? Je crois que vous tombez dans les pièges de l'interprétation erronée et erratique de l'IDPS. Cardinal Mbongo n'a pas dit ça. Cardinal Mbongo a fait une interpellation, je crois que, et à l'opposition et à la majorité de la société civile, pour dire que les frustrations ne donnent rien de bon. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Allez poser la question à Bemba. Bemba est aujourd'hui avec Pascal dans le même camp. Pascal peut poser Bemba. Pascal a été aussi proche de Bemba, un ancien directeur et responsable de sa chaîne. D'accord. Pascal peut vous dire comment Bemba s'est retrouvé en rébellion. Merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est important. Bemba a pris les armes. Dans quel contexte? Dans un contexte où son père était ministre de l'économie de Mouzé Kabila. Jean Bemba. C'est Jean Bemba qui a fait tout pour que Bemba devienne ce qu'il était devenu. Mais son père était dans le gouvernement ministre de l'économie, mais Bemba a pris les armes contre son père, contre le régime de son père. Rappelez-vous la question qui a été posée à Jean Bemba. Pourquoi ton fils a fait ainsi? Posez-vous la question. Bemba a dit quoi? Bemba avait répondu quoi? Pourquoi avait-il pris les armes? Pourquoi Mouzé Kabila avait pris les armes contre le régime de Mobutu? C'est comme si je vous dis, si nous interrogeons l'histoire, nous comprendrons les propos de Cardinal Mbongo. Il dit, arrêtons de frustrer les gens, arrêtons de créer l'injustice. En un seul mot, il a ramassé tous les maux de la société. Les injustices, les élections chaotiques comme celles qu'on a vécues ici pendant 7 longues nuits et 7 longs jours. Merci beaucoup, Prince. Les invalidations, validations, révalidations. Vous savez Merci beaucoup. Vous avez autant que Nanga représente un danger vous avez fait pour la 8 patrie, minutes. Hein? autant que Nanga représente un danger pour la patrie, Merci. autant que Kadima représente un danger avec Kamoulita pour la patrie. Donc si on n'a pas le courage de nous scandaliser, en nous posant des bonnes questions, moi, à la place de Félix Tshisekedi, vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais créé les conditions pour la cohésion et l'unité. D'accord. Pour limiter les dégâts. Merci beaucoup, Prince Epenge. On doit avancer. Monsieur Pascal Ondje. La procédure, les procédures, certains n'ont pas été ne sont pas respectées du point de vue judiciaire. Déjà, l'instruction qui est en phase préjuridictionnelle est censée être secrète. Les informations qui sont publiées ne violent-elles pas ce principe-là? Déjà, ça ne pousse pas que ces principes-là sont instrumentalisés, comme le dit Prince Epenge. Non, il n'y aura pas d'instrumentalisation parce que on parle bien ici des services. Ils comprennent bien le fonctionnement du pays, qui fait quoi contre le pays.
Et lorsque vous n'avez pas un problème, vous allez croire que les services ne travaillent pas. Et lorsque vous n'avez pas un problème, vous allez croire que la justice ne fonctionne pas. Et quand vous avez un problème, c'est alors que vous allez vous rendre compte effectivement que ces instances fonctionnent normalement. Prince dit aujourd'hui au pays, nous avons deux catégories. La première catégorie, c'est des citoyens, des gens qui, parce qu'ils doivent danser Tshisekedi, ils sont des vrais citoyens. Et la deuxième catégorie, c'est des gens s'opposant à Tshisekedi, ils sont des rebelles. Non, je n'ai pas encore entendu ici quelqu'un parler de Prince Epenge comme rebelle. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de Martin Fayoulou comme rebelle. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de Moïse Katumbi comme rebelle. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de Mukwege comme rebelle. Voilà les vrais opposants de Tshisekedi. Ils se sont dessinés à travers les élections organisées. Que représenterait Patient Kayiba, Saïba? Ni opposant, ni quoi, il est comme ça. Pourquoi on le cite? Sur quelle base? Il est opposant à quel moment? Il indispose Tshisekedi à quel moment? Professeur Bob Kabamba, il est opposé à quel moment? À quel endroit? Il indispose le pouvoir de Tshisekedi à quel moment? Olenganko, il indispose le pouvoir de Tshisekedi à quel moment? Ce sont des gens qu'on a cités, je n'ai pas entendu un nom d'un vrai opposant qui dérangerait le pouvoir et qu'on dirait, bon voilà, parce que c'est un opposant, il faut qu'on annexe son nom. Non, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, je veux que Prince comprenne. Moi, Pascal Ouondje, j'ai des vidéos, je garde des vidéos. Martin Fayoulou, mon grand frère, à travers les multiples émissions que nous avions eues avec lui, disait clairement que Kabila, c'est une marionnette rwandaise. C'est un envoyé des Rwandais pour nous déstabiliser. C'est les propos que Martin tenait hier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas changer. Toujours avec cette guerre. Est-ce que vous le partagez? Il avait toujours démontré que... Bon, il faut peut-être que c'est réservé. Mais c'est lui qui disait clairement que Kabila n'est pas congolais. Fayoulou. C'est Martin Fayoulou. Que Kabila n'est pas congolais. Et ce qu'il fait, ce n'est pas à l'intérêt du Congo, c'est à l'intérêt du Rwanda. C'est l'argument, je veux dire, que nous tous aussi, nous tenions hier. Mais comment aujourd'hui il peut changer l'argument? Et si on cite des noms, on ne peut pas changer. Troisièmement, pourquoi on ne s'interroge pas? Nanga était ici. Se déplace pas très longtemps. À quel moment Nanga a eu le temps de former les militaires, lesquels militaires font face maintenant, peuvent faire face au FARDC et résister? D'où Nanga trouve-t-il les moyens conséquents pour pouvoir tenir la guerre, et alors que nous, comme pays, nous souffrons pour avoir l'argent et faire la guerre? Toutes ces questions ne peuvent rien nous dire quelque chose? Prince, oui. Excusez. Oui. La frustration. Définissons ne fût-ce que la frustration. C'est quoi la frustration? La réalité, c'est que les politiciens, je ne parle pas de politique parce que moi-même je suis politique, les politiciens congolais n'ont pas d'emploi. Ils ne travaillent pas, la majorité. Et s'il n'a pas une fonction nominative ou élective, nominative ou élective, il devient chômeur. Au départ, il a mis la barre très haute par son comportement, et lorsqu'il perd ses avantages, il crée la peur de descendre et devenir citoyen normal. Parce que n'ayant pas un emploi ailleurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent un autre comportement pour à tout prix avoir ce pouvoir-là. Peut-être que la réunion de Nanga, c'est juste pour un positionnement. Mais c'est justement ça. Vous allez vous rendre compte, quand vous comptez nos politiciens, vous allez vous poser la question, mais celui-ci travaille où? Celui-ci travaille où? À part Prince qui travaille quelque part, tout le reste ne travaille pas pratiquement. Je vous le dis, essayez de faire cet exercice, vous allez vous rendre compte. Prince, Bemba n'a pas fait la rébellion pendant que son papa était ministre de l'économie. C'est faux.
Je vous ai entendu, ça c'est la deuxième fois que je vous entends dire cette question, ou revenir sur cette question. Bemba a fait la rébellion déjà avant. Kabila perd pour persuader Bemba de pouvoir laisser les armes ou déposer les armes. Va nommer son papa ministre de l'économie. Pendant que Bemba était rebelle. Ce n'est pas l'inverse, Prince. Ce n'est pas que son papa était déjà ministre et Bemba va prendre les armes. Non. Bemba a pris les armes bien avant et on a nommé son papa ministre de l'économie. Après, c'était pour les convaincre à pouvoir déposer les armes. Mais on ne peut pas ici. Lorsque on est tous intellectuels, nous avons suivi, et ce n'est pas pour rien que vous avez vu, le cardinal est revenu sur ses propos. Il est revenu sur ses propos pour expliquer effectivement ce qui, selon lui, ça aurait été mieux lorsqu'il disait. Et donc, clairement, au départ, il avait mal dit. Et tous, on est intellectuels, on sait analyser le message. On ne peut pas, quel que soit le degré de la frustration, prendre les armes contre le pays. D'accord. Et il n'y a pas autre moyen de justifier la frustration. Donc, substantiellement ici, je pense que la justice, dans le cas d'espèce des non-cités, fera son travail pour éviter tous les échappatoires, tous les prétextes qui feraient que l'opposition trouve un autre argument, alors qu'ici, parmi les gens qu'on a cités ici, je ne vois pas un opposant qui dérangerait le pouvoir de Tshisekedi pour qu'on l'aligne comme un dangereux contre le pays. Mais nous devons plutôt nous regarder dire, nous devons aimer le pays, nous ne pouvons pas travailler avec les traîtres, avec ceux qui marchent sur la République démocratique du Congo, notre pays. Merci beaucoup, M. Pascal Ondje. On va prendre rapidement la deuxième thématique, c'est la thématique du génocide rwandais. On a vu le monde s'émouvoir, avoir de l'empathie envers les Rwandais. Mais là-bas, c'est plus ou moins 800 000 morts, 1 million de morts il y a 30 ans. Mais au Congo, les tueries continuent. Hein, depuis 94, 96 jusqu'à aujourd'hui, les tueries continuent. On parle de plus ou moins 10 millions de morts, selon Charles Onana. Mais on a l'impression qu'au Congo, les 10 millions de morts ne pèsent pas face aux millions ou les 800 000 morts au Rwanda. Il faut voir les nombres des dignitaires et des diplomates qui sont là-bas sur invitation du Rwandais lui-même. Tellement nombreux à Kigali. Pourquoi cette double façon de voir les choses? Au Congo, 10 millions de morts, aucun soutien, pas de commémoration. D'ailleurs, le monde ne s'émeut pas, sur ça. On laisse les gens mourir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Prince Epenge, comment expliquer que tous ces dirigeants, anciens dirigeants, nouveaux dirigeants, tous là-bas, venir répondre à l'invitation d'époque, un petit pays, mais ici chez nous, d'abord en termes de nombre de morts, c'est pas pareil. Comment expliquer qu'on a l'impression que chez nous, on ne prend pas au sérieux, que ce que lui fait, l'impression que ça donne, c'est que c'est beaucoup plus considéré que chez nous. Quel est votre avis à ce sujet? Peut-être parce qu'on n'a pas si bien vendu nos morts. Les morts se vendent. Oui, ils ont si bien vendu leurs morts. C'est la seule raison. C'est une figure de style pour vous dire que nous sommes légers. Les Congolais, nous sommes, pour la majorité, surtout la classe politique, nous sommes légers. Vous tous, nous sommes, vous aussi inclus. Je dis la majorité, nous sommes indisciplinés. Quand vous regardez comment le pays est géré maintenant, c'est à se poser la question de savoir si on ne voulait pas que Kabila parte, juste parce qu'on aimait bien les conforts dans lesquels Kabila vivait. L'argent que Kabila avait. Kabila était devenu multimilliardaire. Et nous voulions tous avoir aussi des milliards comme Kabila. Vous aussi? Nous voulions tous rouler dans des cortèges qui prennent presque 30 minutes pour traverser la ville. Ça se demandait si ce n'est pas parce que nous voulions aussi
Est-ce que c'est notre diplomatie qu'on doit changer? C'est la politique interne? Je suis en train de vous dire, les problèmes, c'est l'homme congolais. Je suis en train de vous dire que le Rwanda a su bien vendre ses morts. Ne me prenez pas au pied de la lettre. Au départ, le génocide rwandais est estimé à 800 000 morts. Aujourd'hui, on estime à 1 million de morts. Nous sommes nos morts à nous. Oui. En tout cas, il n'y a pas un chiffre exact, mais on parle de plus de parfois 15 millions de morts. Et on en a parlé de 10 millions. Mais pourquoi le monde entier plaire et continue de pleurer pour le Rwanda et pas pour là où il y a eu 1 million de morts à tout casser. Oui. Et pas pour le Congo, on parle de plus de 12 millions de morts, 15 millions de morts. Pourquoi au Rwanda, il y a au moins un endroit pour pleurer, pour commémorer, et au Congo, on ne sait même pas où s'incliner. Il y a des cimetières qui sont... Non, au Congo, on ne sait pas où s'incliner. Dites-moi, on s'incline où? Vous savez, au sein de la MOCA, nous sommes une plateforme de conscienciers, des patriotes. Nous avons un sens extrêmement élevé de l'histoire, que déjà en 2022, nous étions le premier groupe qui avait décrété le 2 août comme étant la journée du génocide congolais. Et nous l'avons célébré à Kitambo avec plus de 500 personnes. Et on l'a célébré en province. C'est Martin Fayulu, c'est Prince Epeng et Professeur Kalele, les autres. J'ai rendu hommage à une de mes membres, Gracia, Madame Grace, qui n'est plus de ce monde, qui était là, qui avait organisé le parti pour qu'on y participe. En collaboration avec nos compatriotes de Londres, et France, partout. On a commencé, c'est nous qui avions commencé ici à célébrer le 2 août comme étant la journée du génocide congolais. On a organisé les manifestations, jusqu'à ce que maintenant, dernièrement ici, j'ai vu Félix Tshisekedi avec l'assistante de Dr Mukwege, Naomi et Kilaï, les autres, reprendre le flambeau. Et nous sommes très heureux d'avoir poussé Félix Tshisekedi à comprendre qu'il faut au moins une journée pour célébrer le génocide congolais. C'est Fayulu. Est-ce que c'est officiel? Les Congolais. On l'a rendu officiel. C'est maintenant officiel. La journée est devenue officielle. Et nous, on a mis 3 ans où nous étions en train de célébrer les 2 août comme la journée du génocide congolais. Et Félix a récupéré ça, tant mieux. Et c'est devenu maintenant officiel pour le Congo. Mais est-ce qu'il y a un endroit, c'est la place des évolués où les jeunes gens partaient pour penser à ceux d'entre nous qui sont c'est juste une question de circonstances violentes. Question de politique interne. Maintenant, je vous dis, ce n'est pas la complicité de tous ces États-là. Arrêtons de voir toute la complicité des autres. Voyez aussi notre complicité à nous, Congolais. Comment ça? Mais bien sûr. Où sont les historiens? Où sont les ethnologues? Où sont les sociologues? Où sont les spécialistes en matière pour... Et c'est le pouvoir politique, du devoir même du pouvoir politique, de réunir tous ces gens. Au Rwanda, ça a été fait. Tous les spécialistes dans les différents domaines, les médecins légistes et autres, pour reconstituer non seulement l'histoire, mais reconstituer des tombes. Moi, pendant la campagne électorale, j'étais à Bunia. Je suis allé dans la périphérie de Bunia, en Ituri. J'ai vu des endroits où on enterre des gens. J'ai vu des camps de déplacés à perte de vie. J'étais à Bukavu. J'ai pris la route Ngomo, je crois à peu près 127 km pour me rendre à Ovira. J'étais à Kamanyola. Je n'ai jamais vu autant des endroits où des stèles pour laisser des souvenirs des gens massacrés. Avant d'arriver à Ovira, peut-être 8 endroits. On a déposé quoi? 5 fleurs. À peine que vous dépassez Kamanyola, ici on avait massacré autant. Ici on avait massacré autant. Le long de la rivière Ruzizi, on avait massacré autant. De l'autre côté, derrière du côté du Rwanda, c'est comme ça. Mais il faut qu'on reconstitue tout ça. Ce sont des villageois, ce sont des populations qui sont organisées
pour mettre quelques pierres quelque part là, pour se souvenir des 800 qui ont été massacrés à gauche. Mais c'est le travail de l'État au plus haut niveau. Reconstituer la mémoire. Vous savez, on définit la nation aussi comme un État, une unité entre ceux qui sont morts, ceux qui vivent et ceux qui naîtront. C'est comme ça que vous voyez, les Mayas rentrent encore là où les Espagnols avaient massacré leurs descendants. On comprend que pour aller prendre les vestiges. Et il y en a qui sont prêts à mourir pour les vestiges de leurs aïeux. Et nous ici, nous sommes... et c'est veut dire presque... Vous savez, la culture vient de l'habitude, des habitudes aussi. D'accord. Et aussi vite que votre maman meurt, et vous l'oubliez, vous-même ça tombe. Et c'est presque un truc qu'il faut bannir. Ici, j'ai dit à l'État congolais que nous allons diriger demain, que l'État protège ceux qui vivent, ceux qui sont partis, c'est dans ces circonstances-là. Les Rwandais, ce que le Rwanda a fait, c'est que Kagame a transformé ces morts-là en une véritable machine diplomatique. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais voir autant de dirigeants au Rwanda. Merci beaucoup. Pour la commémoration du génocide rwandais, qu'il faut que nous condamnions également. C'est la question que j'ai posée. C'est un peuple aussi qui a été massacré. Oui. Nous condamnons le génocide rwandais. Plus jamais des événements comme ça. Autant que nous disons, plus jamais des massacres chez nous. Merci beaucoup. Même si on oublie un fait de l'histoire, je dois le dire comme un jeune patriote africain, qu'on parle du génocide congolais et rwandais, des Tutsis, génocide des Tutsis. Mais on oublie également qu'il y a eu aussi un génocide des Hutus. Et il faut qu'on les souligne également qu'il n'y a pas que des Tutsis qui sont morts, il y a aussi des Hutus qui sont morts. Mais ici, ce qui nous intéresse d'abord, c'est notre génocide à nous, Congolais. D'accord. C'est aux Congolais de prendre les responsabilités. Avant de voir le Rwanda dans cette question ici, voyez également notre responsabilité. Que faisons-nous? Ne serait-ce que pour honorer ceux qui sont morts, nous sommes incapables. Merci beaucoup. Voilà pourquoi aussi on est incapable pour protéger ceux qui vivent encore. Merci beaucoup. Monsieur Pascal, votre avis à ce sujet. Pourquoi le monde s'est ému pour le Rwanda? Et Prince venait de le dire tantôt. C'est vraiment autant de délégations d'anciens chefs d'État. Nicolas Sarkozy, George Bush, Hillary Clinton. Toutes ces personnalités du monde entier influentes sont au Rwanda aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez nous il n'y a pas autant d'engagement de la part du monde entier? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que ces pays ont été responsables du génocide. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Belgique et d'autres pays, ont été responsables du génocide. Ils avaient la capacité d'arrêter cela, mais ils ne l'ont pas fait. Mais et chez nous, je vais arriver. Oui. Vous m'avez posé la question, je suis dans l'analyse. Oui. Et Paul Kagame a traqué la France un moment. Parce qu'à un certain moment, les relations entre le Rwanda et la France ne passaient pas. Et surtout, au début, après 1994, la France démontrait que c'est Paul Kagame qui était responsable du génocide. Et Paul Kagame ne supportait pas cela. Il a fallu qu'il force sa diplomatie et commencer à acculer la France. Et vous avez vu, à un moment, il a quitté, mais il voulait même quitter totalement la francophonie. Et quand vous allez au Rwanda aujourd'hui, les gens ne parlent plus français, parlent plus l'anglais. Et la France va changer de position. Les États-Unis vont changer leur position. La Belgique va également changer la position. Se sentant culpabilisés sur ce qui s'est passé, et aujourd'hui, ils donnent l'impression de compatir avec la population rwandaise. C'est cela la réalité. Ce que les Rwandais ont fait, tout en collectant les crânes des gens qui se sont succombés lors du génocide, ou les gens d'ailleurs, on est allé déterrer certains corps pour prendre leurs crânes et les exposer. Et quand vous y arrivez, la première réaction que vous aurez, c'est la compassion.
il a réussi à jouer. Ça, c'est dans la nature des Tutsis. Ce n'est pas dans notre nature. Dans la nature des Tutsis, ils savent jouer avec l'état d'esprit des gens. Lorsqu'ils s'approchent auprès de vous pour arracher ce qu'ils ont besoin, vous n'allez pas l'en vouloir. Vous verrez comme si un bon monsieur qu'il faut aider. Mais c'est au fil du temps que vous allez vous rendre compte qu'il était venu parce qu'il avait tel intérêt chez moi. Mais qu'est-ce qui Et manque? ils ont réussi. Oui. Mais en même temps, Pascal dit, vous ne pouvez pas en même temps que vous compatissez avec les Rwandais, Oui. et vous ne savez pas condamner ce que les Rwandais font dans un autre pays. C'est que le Rwanda n'a pas accepté, entre guillemets, si Paul Kagame, réellement qu'il n'a pas été génocidaire, ce qu'il n'a pas accepté, il ne peut pas commettre ailleurs. Voyez-vous, il commémore cette journée chez lui, comme pour s'incliner à la mémoire des gens qui sont morts. Le nombre des millions, quelque chose. Mais lui-même ne peut pas, en même temps, tuer plus de 10 millions au Congo. C'est quand Et même... il trouve normal. C'est une contradiction. C'est Et contradictoire. voilà pourquoi, Oui. je reviens maintenant à votre deuxième volet de la question. Voilà pourquoi, là je suis d'accord avec Prince, il faudrait que les efforts soient fournis également chez nous. Je vous parle ici, on a déterré les crânes des gens. Nous pouvons faire ce travail également de déterrer. Si, comme Prince le dit, il y a autant d'endroits Mais- où on indique Oui, il faut qu'il... où les massacres ont été Oui. commis, on peut déterrer, on peut avoir des crânes, ainsi de suite. On trouve un cadre, on peut tout exposer. Mais Alors cette journée, par exemple, du 2 août, 2000... devrait être maintenant devant ces crânes-là, n'est-ce pas? Parce que vous êtes sur le plan spirituel, en connexion avec leurs esprits, et chaque personne qui viendrait et qu'il voit le nombre de crânes étalés, il ne peut qu'avoir la compassion pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est notre faiblesse. On ne l'a pas fait hier. Hier, on ne devrait même pas le faire. Pourquoi? Mais je reviens sur le point de vue de Martin Fayoulou, où il me disait que le responsable, c'est Joseph Kabila. N'est-ce pas? Ça ne pouvait pas se faire pendant qu'il était président, j'imagine. Mais aujourd'hui, avec Félix, c'est vrai, Prince a reconnu qu'on a arrêté, ou on a choisi une date. Mais que ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant une politique d'exposition à travers les crânes des gens qu'on peut déterrer, qu'on peut exposer. Et là, quand quelqu'un passe, il peut comprendre effectivement ce qui se passe. Regardez ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Et qui parle le plus de cette question? C'est un non-congolais. Charles Nana n'est pas congolais. Il quitte le Cameroun, il vient ici, il s'expose. C'est un danger qu'il court même contre Paul Kagame. Et il organise des colloques, des conférences ici. Quand vous allez, parfois, c'est 2-3 personnes. Les Congolais absents. C'est vraiment à l'inutile que j'ai vu beaucoup de gens. Mais malgré ça, Et donc, au niveau interne, quelque part, nous ne savons pas prendre conscience c'est de notre faute. de notre faute à nous tous. Et surtout les dirigeants d'abord. D'accord. Merci À beaucoup. partir du moment où nous avons ce jour choisi, Le oui, le 2. il faut maintenant avoir des expositions, des squelettes, des crânes, comme pour dire effectivement que les Congolais ont payé le prix de manière innocente D'accord. par des gens qui aujourd'hui à la face du monde vous donnent l'impression de condamner le génocide, D'accord. et alors qu'ils commettent le génocide en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour cette analyse, Monsieur Pascal Oondje. Élection des gouverneurs, c'est pour bientôt. Monsieur Prince Sepengui, vous allez parler un peu de ça. Il y a aussi la question, juste rapidement, hein, cette information qu'on se pose tous. Et bon, pas qu'on se pose tous, mais que certains semblent se poser, qui prend l'allure sur les réseaux sociaux de l'endroit où se trouverait le président de la République. Il est en Belgique. Il est en Belgique. Cette information de RTBF qui d'abord annonçait depuis midi que le chef est au Rwanda, ça a créé la polémique déjà même. Certains opposants ont commencé déjà à attaquer le président pour dire comment il peut se rendre à 20 h. Les mêmes journalistes sont venus démentir l'information. La question qu'on se pose déjà quand on est professionnel, on se pose, quand on donne une information, on a une source. Quelle était sa source d'information? Et qu'est-ce qui... comment un journaliste un média aussi grand, avec tous les moyens qu'ils ont, peuvent arriver à se tromper autant à ce niveau-là? C'est quand même réfléchir. Prince Sepengui, en une minute, et puis vous allez parler d'élection du gouverneur. Oui, je vais parler d'élection du gouverneur, mais je crois que ça, c'est pas trop. En toute responsabilité, en tout cas, je ne voudrais pas spéculer.
Je crois que la République, c'est aussi les sérieux. Et je crois que nous sommes dans le buzz, dans la recherche de tout ça. C'est vrai que on dit que les rumeurs, c'est le fruit de l'intox. L'intox, c'est l'expression du déficit de la communication. Quand vous ne communiquez pas clairement, vous laissez la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Et je comprends pourquoi les Congolais ont spéculé. Donc la présidence devrait préciser les gens si, où il était. Bon, maintenant qu'il s'est précisé, moi je ne vais pas aller dans cette histoire-là. Ça que je voulais dire plutôt par rapport à l'élection des gouverneurs, comme vous m'avez posé la question. Si nous sommes incapables même de rendre notre propre ville propre, on serait incapable de plairer nos morts, on serait capable de faire ce que quelqu'un m'a fait. C'est là, c'est pourquoi je dis les Congolais n'est pas sérieux. L'homme politique congolais n'est pas discipliné. Je vous dis, quand après tout ce qu'on a fait avec Pascal Owonji, je suis presque toute semaine, presque chaque 2 semaines avec mon frère Jacquemin Chabani. Même mon frère Augustin Kabouya, pendant qu'ils sont ici, il m'a appelé, on a échangé. Je dis, est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Êtes-vous fiers quand on regarde toutes les souffrances, on dirait pour que Kabila parte? C'est Kabila qui bloque avec les FC et tout ça. Regardez dans quel état est la ville. Nous parlons élection de gouverneur aujourd'hui. Je vois... comment il s'appelle? Deo Kassongo. Je vois... Vidier Timanga. Vidier Timanga. Lui, je ne sais pas. Je vois l'autre, comment il s'appelle? Adam Bombolé. Je vois notre Ndeko ici, Serge, qui est aussi candidat. Je vois Eddy Yele et tout ça. Ils sont nombreux. Moi, il y a moi j'aimerais. Moujani. Excusez-moi. Il y a aussi Mami Moujani. Mami Moujani, tout ça. Ouais. Bon, de ces gens-là, je voudrais qu'on nous donne un peu les profils des gens. Parce que les débats ici, j'ai vu l'autre là-haut, après ça t'a laté. L'autre là-haut, Moulangi. Il y a Pembe, il y a Pembe. L'autre avion, il y a Azali, Azali toujours boss Banakano. Est-ce qu'on peut nous parler des profils, des backgrounds de chaque candidat gouverneur? Est-ce qu'on peut nous dire quel est le meilleur profil? Et ça aussi, c'est votre travail à vous, les journalistes. De nous enlever un peu les dialogues là. Candidat de l'IDPS. Ça veut dire quoi, candidat de l'IDPS? Parce que vous êtes de l'IDPS que vous allez gagner. l'IDPS avait 12 députés provinciaux ici en 2018. Hein. Tous étaient corrompus. l'IDPS devait avoir, je crois combien? l'IDPS devait avoir, je crois, Pascal, aidez-moi. Je ne connais pas le nombre vraiment. l'IDPS devait avoir, je crois, 3 sénateurs. Parce que l'IDPS avait 12 députés provinciaux en 2018. Pour la ville de Kinshasa. l'IDPS finalement n'a eu aucun gouverneur, aucun sénateur. S'il a 12 députés, il devait avoir au moins 3 sénateurs. Tous étaient corrompus. Alors on nous dit maintenant les types de l'IDPS, comment ils s'appellent déjà? Daniel Bumba. Daniel Bumba. On ne sait pas d'où il vient. Comme on dit, c'est quand même quelles sont ses qualités. Et son programme aussi. Son suppléant. Oui. Son profil. Et quelles sont ses qualités. Et qui, Divo, d'où vient? Divo, je l'ai connu kabyliste. Divo, kabyliste, c'est tout fait. J'ai travaillé avec lui. Divo est devenu secrétaire comment? Kabyliste, c'est jusqu'à moi l'épinière. Et la dame là dont vous me parlez, c'est même pas d'où il sort. Je vois d'autres. Bon, en fait, Vivier Timara, je le connais. C'est un gars qui a travaillé ici. J'ai été avec lui dans des réunions. Serge Etikime, je le connais. En ville ici, c'est un entrepreneur. Il a une histoire. Et je voudrais maintenant qu'on donne. Je voudrais la prochaine émission, par exemple, quand vous amenez débat. Moi, je suis en train de mener une opération qui est plutôt zéro déchet. Est-ce que vous avez vu la saleté? Est-ce que vous avez vu Kabamba? Vous avez vu Bokassa? Vous avez vu Rwakadingi? Vous avez vu Kassai? Là, il y a eu 8 morts, non? Avec les inondations qu'on a eu. Une famille, 8 morts. Il y a encore d'autres morts dans plusieurs quartiers. Qui est les candidats qui vont nous amener le plan pour urbaniser la ville? Le plan pour l'assainissement. L'argent de la ville est détourné chaque jour. Vous allez là-bas, on a hypothéqué tout à Kinshasa. Kimbuta avait déjà tout hypothéqué. Même la vignette.
On avait déjà vendu ça. Donc, c'est-à-dire que le nouveau gouverneur qui viendra trouvera les caisses de la ville vides. Pourquoi? La vignette, déjà, l'ancien gouverneur avait déjà reçu beaucoup d'argent. Et le nouveau gouverneur qui viendra, lui, ne sera là que pour payer les dettes. Donc, partout, l'hôtel devait s'endetter. Cherchons un bon gouverneur, un type intelligent. Moi, je crois, quand je vois les candidats qui sont là, je voudrais que demain qu'on vienne, vous nous mettez par exemple Serge Etikime, vous nous mettez Vidi Etimanga, vous nous mettez Daniel Bumba, vous nous mettez Deo, et qu'on dise maintenant quel est celui qui a le meilleur profil, et surtout qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans leur passé, et qu'on sache la ville est devenue trop excusez-moi l'expression, mais dégueulasse. Partout où je vais, j'étais à Massina, là j'ai la matinée à Mongafula, et cette semaine ici, et à Kinsuka, la population vient me dire, Prince, c'est trop sale, papa. Bon, c'est le gouverneur Malonga. Et moi, je vais dire aux députés provinciaux qui votaient, mais moi, je veux savoir quand même les profils. Je vois quand même, il y a des gens qui ont espoir, comme les Serge qui arrivent là. Et même si les Congolais ne connaissent pas, mais s'il a des bonnes idées, il faut que les députés provinciaux sachent appuyer des gens comme eux pour que les choses avancent. C'est très important. Merci beaucoup, Prince Epenge. Il ne faut pas oublier aussi les bourgmestres, parce qu'ils ne sont pas exemptés. C'est eux qui gèrent les... Mais ce sont eux qui veulent... Est-ce que vous savez que les bourgmestres sont un pays? 4 bourgmestres sont venus me voir, dira les mandats de Goblet pour me dire que non, ils sont impayés. Et pour l'investisseur du ministre provincial, on leur a dit, vous faites service en Bongo, pour NATO, ça investir en ministre provincial et intérieur. Vous trouvez ça normal? Alors que les bourgmestres n'ont même pas de salaire. C'est compliqué ce pays. Cette fois-ci, ils seront élus, parce qu'il y a des conseillers, déjà conseillers communaux, ils seront élus. On espère qu'on aura des bons bourgmestres également. Monsieur Paka Onje, vous allez aussi réagir par rapport à ça, aussi la question d'abord sur le RTBF. C'était innocent? C'était une erreur? On peut dire que c'était quand même une erreur. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle parce qu'on ne peut pas confirmer lorsque vous n'avez pas la vraie information. On nous a appris que lorsque vous n'avez pas la vraie information, il faut utiliser le conditionnel. Oui. Ils n'ont pas utilisé le conditionnel, ils ont affirmé. Et nous, comme nous avons l'habitude de tout copier, ce qui vient de l'extérieur, on a pris ça comme parole d'évangile. N'est-ce pas? Et on ne pouvait même pas contester. Et le débat a été engagé, les gens sont allés dans tous les sens. Il dit aussi. Et donc, ça a été une faute professionnelle. Ils sont revenus pour présenter les excuses. Et la communication de Mme Tina Salam, est-ce qu'elle a été aussi... Non, sa communication... Mais c'est ça, le problème à la présidence, c'est que les gens ne savent pas communiquer. Les gens ne savent pas communiquer. Pourquoi on ne peut pas avoir les membres de la cellule du chef de l'État dans des débats comme ici? C'est interdit où Kabila avait son directeur de cabinet adjoint. Monsieur, vous le recevez souvent ici, Kambila, directeur de cabinet. Mais il était dans des débats. Qu'on sache qu'est-ce qu'il vaut. Il était conseiller d'abord avant, mais finalement directeur de cabinet adjoint, mais il était dans des débats. Partout, c'est comme ça. Quel est le conseiller du chef de l'État que vous voyez sur un plateau de télévision faire le débat? Sans la boîte de nuit. Mais curieusement, il y a une cellule là, des gens qui ne maîtrisent même pas le débat politique. Et ils sont comme ça. Et donc, malheureusement, sa communication, sa réaction n'a pas été très conséquente. Et je reviens sur cette question, parce qu'on tourne là sur cette question de l'Est. Le CESAC prend une décision. J'ai imaginé plutôt que ce n'est pas la décision du président du CESAC. Il s'agit de la décision du CESAC. Pendant le temps de guerre, nous ne pouvons pas donner n'importe quelle information. Un journaliste doit savoir servir sa nation. Dan, quand vous prenez France 24, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Faites le monitoring. Difficile de trouver un journaliste français parler en bien de la Russie. Les gens ne parlent qu'en mal de la Russie et en bien de l'Ukraine. Mais nous sommes agressés. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, nous le disons et tous nous savons. Mais curieusement, il y a un collectif de journalistes. Engagés ou non? Je ne comprends pas. Vont rédiger une lettre comme pour s'opposer à cette décision du CESAC. Pire encore, j'ai trouvé le nom, après avoir parcouru, j'ai trouvé le nom de notre confrère Alain Koyi. Mais vous êtes actif, vous êtes membre du CESAC. Vous ne pouvez plus maintenant contester votre propre décision parce que ce n'est pas la décision du président. Mais qu'on nous apprenne, nous avons tous appris, en temps de guerre, on ne forme comment?
Nous avons des rédactions ici. Qui a envoyé ces journalistes comme reporters au front? Qui? Nous n'avons les informations qu'au second, ou les informations de seconde main. C'est aussi une faiblesse de l'État parce que obligé finalement de défendre l'État. C'est normal que on prenne les informations officielles sur la guerre. Allez sur Facebook. Vous allez sentir le degré de l'infiltration. Vous prenez le groupe, je pense que Prince a ce groupe d'ailleurs, Bossolo, sur Facebook. Très sérieusement infiltré. Les gens ne disent que le mal du pays. Et les gens à sens c'est Kagame. Quand vous lisez, vous allez comprendre, entre les lignes, que ces gens ne sont pas congolais. Quand vous prenez le groupe Okapi, très infiltré, les informations qu'ils donnent, toujours contre le pays. Je vais terminer contre le pays. Et quand vous analysez, vous allez comprendre que ces gens ne sont pas congolais. Quand vous prenez le groupe Ralik, très infiltré. Alors, quand vous avez un tel tableau devant vous, vous gérez la presse, vous faites quoi? Les réseaux sociaux, c'est difficile maintenant de réguler. Alors, mais à travers les médias traditionnels, c'est plus possible de réguler. Et lorsqu'on régule, on dit, bon voilà, il faut s'aligner derrière l'officiel pour donner l'information. Et les gens en font un problème et écrivent je me dis, ont-ils appris le journalisme comme nous tous? Ils l'ont appris de manière spécifique et erronée. Merci beaucoup, M. Pascal. Et curieusement, je trouve l'ancien président du CESAC, Tito Ndombi. Curieusement, je ne sais pas pendant les 10 ans qu'il a fait, moi Pascal, quelle est la décision qu'il avait prise, décision essentielle qu'il avait prise pour le pays, surtout à ce qui concerne cette question des guerres. Rien du tout. Je le dis en connaissance des causes. Je suis celui qui a géré la rédaction pendant plus de 10 ans. Et depuis qu'on avait commencé, en tout cas, ces guerres, parce que quand c'est parlé de Jean-Pierre Bemba, depuis l'époque où on avait combattu Kabila père, jusqu'au moment où j'ai quitté, j'étais responsable d'une rédaction. Mais je n'ai jamais, surtout lorsque Tito est venu à la tête du CESAC, aucune décision essentielle qu'on avait vue. Alors aujourd'hui, lorsqu'on prend de telles mesures pour l'intérêt du pays, parce que le pays est agressé, et voilà, il s'est constitué en collectif pour attaquer la décision. Je dis, ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup. Cette information est passée également à la une de Radio France Internationale ce matin, dans le journal Afrique. Donc voilà. Merci beaucoup, M. Pascal Ondé. Merci beaucoup, M. Prince Epengue, président. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.